Bonjour, bonsoir, bienvenue dans ce podcast. Aujourd'hui, nous allons parler de l'histoire durant l'époque du romantisme. Alors, c'est une période assez particulière parce que beaucoup d'œuvres et beaucoup de choses vont être faites à cette époque-là qui vont encore marquer encore aujourd'hui l'histoire. Dans un premier temps, je vais vous définir qu'est-ce que le romantisme en général. Dans un deuxième temps, nous allons voir ses applications dans l'histoire, surtout à travers de l'exemple de Jules Michelet, qui est un petit peu l'étendard de cette histoire romantique à la française, parce que là, on va être assez centré sur la France. Et à la fin, je vais vous donner le nom de quelques auteurs pour conclure ma démonstration. Alors, qu'est-ce que le romantisme? Le romantisme est apparu en Allemagne à la fin du XVIIIe siècle et en France au début du XIXe siècle. C'est là vraiment il va s'épanouir. C'est un mouvement littéraire qui concerne tous les arts. L'histoire étant un art, il a été touché. Il s'oppose à la tradition classique et au rationalisme des Lumières et vise à une libération de l'imagination et de la langue. Le romantisme privilège notamment l'expression du moi et les thèmes de la nature et de l'amour. Donc, je vais vous donner quelques thèmes principaux et principes du romantisme, puis je vais essayer de vous montrer un peu l'application historique. La mélancolie, la nostalgie, les passions, le moi en souffrance. Donc là, la nostalgie, on peut facilement retrouver l'histoire, les passions aussi. Le moi en souffrance, quand tu fais une œuvre sur le doute du personnage historique que tu étudies. Des fois, malheureusement, certains romantiques ont reporté leurs doutes, leurs tracasseries sur les personnages historiques qu'ils étudient. La nature, les ruines, le goût pour la solitude, le désir de fuite, le voyage et le rêve. Alors, le désir de fuite, on s'enfuit dans le passé, ce qu'ont fait les historiens. Parce que le 19e siècle n'a pas été un siècle facile. La révolution qui a commencé en 1789 n'est réellement terminée qu'en 1880, où c'est stabilisé. Le voyage et le rêve. Si l'histoire n'est pas un voyage et si ça ne fait pas rêver, on n'est pas le parti. L'histoire, donc là, il n'y a pas besoin de... Mais l'histoire avec une minuscule. Ce qui est la différence entre l'histoire avec une majuscule. L'histoire avec une majuscule, c'est la science historique. Avec une petite minuscule, ça raconte-moi une histoire. La spiritualité, la volonté de retrouver la liberté dans l'art. L'artiste romantique veut s'affranchir des règles contraignantes. C'est pour ça qu'on a une toute autre façon de faire l'histoire, plus comme on la faisait à l'époque des Lumières. L'engagement dans le combat politique, ce qui fait que ces œuvres sont fortement colorées politiquement à la recherche de la couleur locale et du pittoresque. Voilà à peu près ce qui définit le romantisme. Maintenant, nous allons voir ses applications en histoire. Le romantisme est un grand moment historique en France, mais il n'y a pas que Michelet, parce que dès les années 1820 se développe un nouvel intérêt pour l'histoire médiévale. On cherche au point de départ des sources, et après ça laisse partir l'imagination avec des romans historiques, avec Walter Scott qui est littéralement le Harry Potter de l'époque. On nourrit l'imaginaire médiéval forgé de forêts, seigneurs, châteaux forts, abbés, avec des meurtres, de la violence. Enfin, c'est quelque chose, quoi. La France cherche des textes médiévals et on a mi-chemin entre l'histoire et le roman, c'est-à-dire on part sur une trame historique et après on lâche. Il y a Prosper de Barenté, un fidèle de l'Ancien Régime, qui a beaucoup utilisé les chroniques historiques à la fin du Moyen-Âge. C'est l'histoire grand spectacle pour obtenir un grand succès. Faut pas oublier ça. C'est de l'histoire grand spectacle. C'est-à-dire que là, ta rigueur scientifique, tu t'assois dessus. C'est un auteur à grand succès. La plupart des grands historiens du début du 19e siècle sont des libéraux orléanistes. C'est-à-dire que dans la famille royale capétienne, il y a deux branches. Les Bourbons et les Orléans. Les Orléans sont plus libérales, dirons-nous. Augustin Thierry est lui dans un esprit différent. S'il semblable, il publie des textes sous les récits des temps mérovingiens, mais lui, il puise dans des textes extrêmement rares. Par exemple, Grégoire de Tours. C'est plein de spectacles. Il y a de la violence, il y a du sexe, il y a du sang, il y a de l'hémoglobine. En plus, cette histoire-là précède le début de la grande presse, mais ils ont un esprit semblable. Texte bref, cliffhanger, en gros, c'est le plus bel la vie de l'époque. Beaucoup de succès avec des œuvres. Il ne faut pas oublier que Augustin Thierry a fait une œuvre, un essai sous le tiers-état, où il montre l'enracinement idéologique de ces gens. La société française a toujours été en avant, par une classe, la bourgeoisie. Il met en avant sa classe, c'est normal. Il y a une méfiance pour l'église, la noblesse. Une méfiance aussi pour l'agriculteur, parce que s'il vient se rebeller, ça fera une jacquerie.
Mais le tiers-état est surtout une réalité des temps modernes. Là, Augustin Thierry l'élargit au Moyen-Âge et écrit sur l'émancipation de la bourgeoisie en ville. Faut pas oublier que à l'époque, on reporte l'expansion de la bourgeoisie des villes du Moyen-Âge, on reporte les délires de l'époque. Quand je dis on reporte les délires, c'est-à-dire on calque, on fait ah bah tiens nous ça se passe comme ça, bah ça s'est passé comme ça là-bas. Bon, on a Michelet qui n'arrive pas sur un terrain vierge comme je vous ai dit, quand il commence à publier l'horizon d'attente aux confins entre l'histoire et la littérature. Une autre figure, comment ne pas parler de romantisme, ne pas parler de Victor Hugo, parce que dans Notre-Dame de Paris, le personnage principal, c'est la cathédrale, et même Victor Hugo aurait dû faire un livre avec un château fort qui aurait été le personnage principal. Le 19e siècle va revaloriser le Moyen-Âge, car à l'époque de Voltaire, c'est les ténèbres. Donc, à un moment, le romantisme, c'est un peu le côté mauvais élève. Il va se mettre à aimer ce qui n'est pas aimé. Et donner une image du Moyen-Âge qui reste encore aujourd'hui. Même si elle est connotée de beaucoup de trucs négatifs, bien aidée par l'œuvre scolaire des années 1880. Alors, Michelet, lui, va commencer aussi par le Moyen-Âge. Il ne vient pas de la bourgeoisie. Quand il écrit sur le peuple, il sait ce que c'est parce qu'il en vient. Pour comprendre Michelet, il faut bien se questionner sur ses origines. Il est né en 1798 dans une famille d'imprimeurs à Paris. Il identifie Paris à la France, c'est le problème de tous les Parisiens, mais reste un bon voyageur. Parce que les voyages de Michelet, il fait des carnets qui ont fini dans un livre que je ne peux que vous conseiller. Il personnifie la France. Littéralement, la France est une personne, même mieux, la France est une femme. Et différentes régions sur les différentes parties du corps, un objet érotique. Son œuvre, c'est l'histoire de France. Il commence par un tableau de la France, c'est-à-dire un portrait géographique des régions. Et autre point important, il est né en 1798. Donc c'est encore la Révolution, mais c'est la fin. Il a une position excellente. Il est un peu dedans, mais aussi un peu en dehors. Le milieu social est important. Il va grandir dans le monde du livre. Ah oui, son imprimerie, l'imprimerie de son père est installée dans une ancienne église abandonnée. Donc il aura une image du monument. Il va être professeur de lycée à 23 ans, maître de conférence à Normal Sup à 29 ans, une chaire à la Sorbonne. Le précédent titulaire était Guizot, qui doit lui laisser la place car il est ministre. Donc voilà, il le remplace dans la seule chaire d'histoire universitaire de Paris. Mais les deux sont extrêmement éloignés. Guizot, c'est pas un romantique, c'est l'arrière-neveu de Necker, c'est une histoire des Lumières, une histoire sec, mais assez moderne avec une histoire de la civilisation européenne, la civilisation française, car il analyse les structures, il fait pas un truc événementiel, ou de la biographie. Bon, Michelet travaille aussi sur les structures, il ne fait pas que les personnages. Mais bon, il y a vraiment une différence. Guizot est un protestant rigide, Michelet c'est le feu. Faut pas oublier qu'au Collège de France, Michelet se faisait porter en triomphe par ses élèves, qui le ramenaient chez lui. 1838, Michelet finit professeur du Collège de France à 40 ans. Il est au top là. Mais des choses vont le ramener au bureau. 1843, il va faire une critique acerbe des jésuites. Le problème, c'est que les jésuites qui recommencent à reprendre de la place dans la société, ils vont voir le roi, Louis-Philippe, ils vont lui dire « Bon, t'es bien gentil avec ton Michelet, mais là, ils viennent nous chier dans les bottes, donc dehors. » Après, Michelet était assez neutre politiquement jusqu'en 1848. Après, il va joindre la République, mais cette dernière va accoucher, la montagne va accoucher d'une souris, elle va accoucher du Second Empire. C'est bien de valser le roi, c'est bien de mettre la République. Si 4 ans plus tard, tu te retrouves avec l'Empire, la Deuxième République a vécu le même destin que la première, avec un petit peu moins de violence. Et comme il va refuser de prêter serment à Napoléon III, Michelet, parce qu'il ne faut pas oublier qu'à l'époque, tu devais prêter serment à l'empereur, viré de l'enseignement et des archives. Ah oui, autre point important concernant Michelet, c'est la section historique des archives. Parce que Michelet aime ça, déchiffrer de l'archive. Il est le premier à lire les actes judiciaires des procès des Templiers, et c'est un historien complet. Avec un dépassement par la structure, avec un imaginaire, il va finir chef des archives. Il va être un peu le père des archivistes en France. L'histoire de France de Michelet, c'est 24 volumes, entre 1833 et 1867. Très important de lire les introductions de Michelet, parce que c'est là où il présente son projet. C'est pas réellement fini, car quand il arrive au 19e siècle, il va se heurter à sa propre mémoire. Mais bon,
Pour résumer, il y a 3 blocs. Hein, et pas en mode chronologique. Hein. La première phase qui va de 1833 à 1844, 6 livres sur le Moyen-Âge. Hein. Ne voulant pas écrire sur la monarchie, il va travailler sur 7 volumes entre 1847 et 1843 sur la Révolution française. Ça tombe bien parce qu'au moment où il écrit sur la première Révolution française, on est en 3e révolution, la Révolution de février 1848. Et après, il va travailler sur l'Ancien Régime de 1855 à 1867. C'est un précurseur de l'histoire totale. Il vit sa science, hein. Le mec, il porte les stigmates physiques, il n'y a pas de barrière entre sa vie privée et sa vie savante. Hein. Il n'y a rien à voir avec l'histoire de l'époque des Lumières. Hein. Faut pas oublier l'hommage ultime, Lucien Febvre lui rend hommage à Michelet. Hein, parce qu'il fait des cours d'histoire par rapport à Michelet durant la dure période de l'occupation de 1942 à 1945. Michelet, c'est une histoire avec une résurrection intégrale du passé. Donc on s'intéresse à l'histoire du peuple. On s'intéresse à ce qui se passe en Allemagne aussi. Parce que Herder, par exemple, a fait une œuvre sur l'histoire culturelle, les légendes et le folklore populaire. Ça intéresse Michelet. Ça, c'est une histoire dès le 19e siècle, quoi. Culture, légende, folklore. Waouh, on est au 19e siècle, on n'a pas encore l'histoire des mentalités. Michelet est un précurseur de l'histoire de la pensée, il a beaucoup de paternité, hein. Parce qu'il n'y a pas que l'Allemagne. L'Allemagne est très forte historiquement au 19e siècle, mais lui vraiment est la tête de pont. Hein. On a Vico en 1725 qui va faire un livre sur la science et sur la nouvelle manière de pratiquer la science, hein, et qui va marquer l'évolution en 3 domaines, la coutume, la croyance, le langage, hein. Voilà quoi, il va y avoir tout un travail sur... Michelet va aussi profiter de tout ce contexte, hein, qui amène à de nouveaux objets historiques. Hein. Michelet va traduire Vico. Hein. Michelet est un touche-à-tout, il va voyager, il va faire des livres d'SVT, car il pense que l'histoire de la science, l'histoire des animaux, l'histoire des hommes, ça peut avoir un lien. Bon, il y a des erreurs. Michelet est extrêmement critiqué, mais il était tout seul pour faire ça. Et il était dans une époque où on n'avait pas tant de moyens que ça, donc on peut aller lui pardonner ses petites erreurs parce que bon, avec tout ce qu'il nous a fourni. Pour conclure cette vidéo, je vais vous donner quelques auteurs et quelques livres. Prosper de Barante, Histoire des ducs de Bourgogne de la maison Valois, 1824-1826, c'est une histoire spectacle. Augustin Thierry, Récit des temps mérovingiens, histoire spectacle là aussi. Et toujours Augustin Thierry, Essai sur le tiers-état. Généralisation de tiers-état, notion des temps modernes à tout le Moyen-Âge. Victor Hugo, Notre-Dame de Paris, où la cathédrale est le personnage principal, 1831. Jules Michelet, Histoire de France, 1833 à 1867. François Guizot, Histoire de la civilisation européenne, 1828. Histoire de la civilisation en France, 1830. C'est une histoire sec avec une analyse de structure. Adolphe Thiers, Histoire du consulat et de l'Empire, sorti entre 1845 et 1862, c'est que institutionnel, hein, il ne parle pas du peuple, hein, c'est vraiment une histoire institution, institution, institution. En conclusion, le romantisme est un grand moment historique, avec de nombreux auteurs, illustres et connus, dont la tête de pont est Jules Michelet. C'est ainsi une grande période de création, d'invention, et malgré toutes les critiques qu'on pourrait faire sur la rigueur scientifique de ses œuvres, il ne faut pas oublier un point extrêmement important. Cette période a défini énormément de choses et un petit peu la fondation de la maison Science Historique. J'espère que cet épisode vous a plu. Que s'il vous a plu, vous pouvez liker, partager, vous abonner, faire de la pub pour la chaîne, ça fera plaisir. Merci pour tout, ciao!